Si je vous dis scène coupée dans South Park, il y a peut-être moyen que les plus assidus se souviennent que j'en ai déjà parlé dans les deux parties de mon iceberg. J'ai notamment abordé la scène censurée où Shelley met le feu à Stan dans la saison 1 et la séquence finale de Bitonné de poisson où on voyait le corps de Kanye West flottant sans vie à la dérive, mais figurez-vous que des scènes coupées, il y en a plein d'autres. Pour quelqu'un comme moi qui aime bien tout savoir sur sa série préférée, c'est mine de rien un sujet vachement intéressant parce que c'est par définition des passages qu'un spectateur lambda n'est pas censé voir, puisque pour X ou Y raison, ces scènes n'apparaissent plus dans les épisodes finaux. Du coup cette vidéo sera l'occasion pour moi de parler sans prétention de mes scènes coupées préférées, il y en a pas mal donc j'ai pas pu toutes les mettre en une vidéo, mais si jamais le concept vous plaît, pourquoi pas en faire une deuxième partie un de ces jours. Enfin bref, trêve de blabla, hey salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui on parle des meilleures scènes coupées de South Park. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quand même deux petits points qu'il faut déjà que je clarifie pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. D'abord, pourquoi ces scènes ont été supprimées? Alors une première raison qui peut venir en tête, c'est la censure. Ce serait donc potentiellement le cas pour des scènes qui seraient considérées comme trop choquantes pour la chaîne qui les diffuse, mais bon, comme vous le savez, South Park est une série au ton très libre, donc en l'occurrence, c'est très rarement pour cette raison. Certes, sur ce point, on a quand même quelques exemples dans l'histoire de la série, comme la scène du feu dont je parlais dans l'iceberg, ou le discours original de Kyle dans 201 qui a été entièrement bipé pour la diffusion télé, mais dans la grande majorité des cas, si des scènes sont coupées, c'est à cause du temps. Et oui, parce que dans le petit monde des séries télé, la durée des épisodes c'est souvent quelque chose de très important. C'est un peu moins le cas maintenant avec les séries diffusées sur les plateformes de streaming, mais à la télé, un épisode s'intercale entre d'autres programmes et doit donc commencer et finir à un moment précis, sans oublier les pages de pub qui sont également prévues à l'avance. C'est pour cette raison que les épisodes de South Park durent tous 22 minutes, alors que quand il s'agit des téléfilms Paramount+, les durées varient puisque Parker et Stone sont alors libres de sortir un event avec la durée de leur choix, sans avoir à faire de coupe pour suivre un certain format. C'est donc pour cette raison que beaucoup des scènes dont on va parler ont été virées, parce que les monteurs pouvaient pas se permettre de rendre un épisode de 23 ou 24 minutes, même si avec la production d'un épisode en 7 jours, ça reste quand même assez rare qu'ils aient beaucoup de superflu. Mais donc même si c'est la majorité des cas, il reste important de rappeler qu'en vrai, on peut rarement être totalement sûr de pourquoi une scène est supprimée. Des fois ça tombe sous le sens, comme pour les fins alternatives, mais à d'autres moments ça a plutôt l'air d'être parce qu'une scène est pas assez drôle ou alors elle a aucun impact sur l'histoire. En tout cas, pour plusieurs d'entre elles, je vous ferai part de mes théories sur le pourquoi du comment ces scènes ont sauté. Mais donc, la deuxième question à laquelle il faut aussi répondre avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est comment on retrouve des scènes coupées. Alors ce coup-ci, je vais sûrement pas vous surprendre, mais c'est bien sûr grâce au bonus de certains DVD qui nous permettent donc de mettre la main sur certains passages qu'on n'aurait jamais pu voir autrement. C'est très loin d'être dans tous les DVD, ce qui fait qu'on en a que pour certaines saisons et en plus pas sur toutes les versions d'un même DVD, mais en dehors de ça, il reste aussi des cas où ce sont les créateurs eux-mêmes qui font en sorte de faire fuiter sur internet des passages censurés, comme pour le discours de 201 dont je parlais plus tôt, qui est maintenant trouvable dans son intégralité. Mais bon, pour cette vidéo, on va s'en tenir au DVD. Enfin bon, sur ce, je crois que ça fait déjà bien assez de blabla, donc c'est parti pour la première scène. Et on commence direct avec un type de scène que j'aime particulièrement, une fin alternative. Dans la liste, l'intrigue se conclut avec Stan, Kyle et Wendy qui récupèrent la liste non falsifiée des garçons les plus beaux de la classe, mais au lieu de la lire pour connaître la vérité, Kyle préfère la brûler et rester dans l'ignorance. Et bah dans cette scène coupée c'est pareil, sauf qu'en fait Wendy a regardé la liste avant de la brûler et confirme que c'est Cartman qui était classé dernier. You know, I'm glad this is over. But I feel like everyone is gonna wish they knew who was really last on the list. Well, I guess we'll never know. Except that I looked and it was Cartman. This is bullcrap! Du coup, on cut sur Cartman qui se retrouve à la cafette à la table des enfants moches, ça l'énerve au plus haut point, puis il se rappelle que l'important c'est pas l'apparence mais bien la personne qu'on est à l'intérieur, ce qui du coup le déprime encore plus. Bon franchement c'est une scène super drôle, c'est presque dommage qu'on l'ait pas eu au final puisque c'est toujours agréable de voir Cartman être dans la position du perdant, mais dans ce cas-là si cette fin n'a pas été conservée, je pense que c'est soit parce qu'il manquait de temps, soit parce que ça sonne un peu faux de voir Cartman admettre qu'il est une terrible personne. Certes quand on a vu la série, on n'a aucun doute là-dessus, mais pour lui qui passe son temps à se faire une gymnastique mentale qui lui fait toujours croire qu'il a raison et que c'est lui le meilleur, ouais, ça le fait un peu sortir du personnage de le voir s'en rendre compte à ce moment-là. Donc même si la fin de l'épisode diffusé est déjà parfaite en se terminant sur Stan et Wendy qui se remettent ensemble, c'est clairement une super fin alternative. Oh well, that's fine.
What really matters is the kind of person I am on the inside. Oh, god damn it. Ah, le Coon. Quel épisode de fou quand même. Ici on est encore une fois sur une fin alternative puisque là où l'épisode final se termine par Mysterion qui, pour protéger la ville, choisit de dévoiler son visage, le gag étant que pour le spectateur, tous les enfants se ressemblent, la fin originale était un poil différente. A la base à ce moment-là on nous révélait donc que c'était Kyle derrière le masque qui avait du coup été mis en prison pour quelques jours, pour qu'au final on apprenne qu'en fait non, Kyle ayant fait croire que c'était lui pour protéger le vrai Mysterion. Mysterion le remercie mais Kyle ne peut s'empêcher de lui demander qui il est, amenant alors le super-héros à lui montrer son visage, et c'est à ce moment-là qu'on aurait donc eu ce fameux gag. Alors faut se rappeler qu'à l'époque, dans cet univers super-héroïque, on s'était juste concentré sur Cartman, Butters et sur le mystérieux Mysterion, dont l'identité restait encore secrète pour les spectateurs, et pour les scénaristes aussi d'ailleurs, puisque Parker et Stone confirment dans leurs commentaires de l'épisode qu'eux-mêmes ne le savaient pas au moment où l'épisode est sorti. Donc en soi, si cette scène a été coupée, c'est parce qu'ils trouvaient que tout ça c'était beaucoup de temps perdu juste pour éliminer Kyle des potentiels suspect. Du coup à la place on a plutôt dans l'épisode une scène où Mysterion vient lui rendre visite dans sa chambre, une scène donc un poil plus courte et qui surtout fait un peu avancer l'intrigue puisque Kyle devient alors en quelque sorte l'assistant de Mysterion. En bref, la seule vraie différence c'est donc que dans un cas la ville sait alors que dans l'autre seul Kyle est au courant. Ça aurait juste rajouté un twist pas super utile alors que la blague finale faisait déjà le taf, mais ça reste quand même un moment sympa entre Kyle et Mysterion dont l'identité restait encore voilée de mystère. It's alright, I'll be out of here in a few days. Goodbye then. Well, wait. I'm sorry, but I can't take it anymore. I really want to know who you are. I guess I owe you that much. I don't believe it. Dans Vedette morte, Michael Jackson prend possession du corps de Ike et est dans un déni complet par rapport au fait qu'il soit mort. Du coup, pour libérer Ike, les garçons essayent de convaincre MJ qu'il est bel et bien mort, mais comme il ne veut rien entendre, ils vont plutôt essayer de satisfaire l'esprit de Michael en lui faisant devenir ce qu'il a toujours voulu être, une petite fille blanche. Bon, je sais, le pitch de base a déjà aucun sens, mais si la scène dont on va parler avait été dans l'épisode, les choses auraient pu prendre une tournure encore plus perchée. Dans cette scène coupée, pour prouver à MJ qu'il est décédé, les enfants se rendent à son cimetière et commencent à déterrer son cadavre. There's nobody buried in it. Yes, dude, your body is in there. No, I just have a skin condition. Come on, let's play. Let's go climb a tree. Da be da Simona, hee da be da dee deem ho. Alright, fine. Bon, Stan a quand même un petit rejet au début puisqu'il trouve qu'en faisant ça, ils franchissent la limite et les gens vont être vraiment énervés, dit-il en regardant le spectateur. Mais au final, rien à foutre. Et le pire avec ça, c'est que Parker et Stone ont dit dans leurs commentaires de l'épisode que suite à cette scène, les garçons auraient trimballé le cadavre de Michael quasi tout le reste de l'épisode, et si c'est pas resté au final, c'est juste parce que ça avait pas de sens géographiquement que les garçons aillent jusqu'à L.A. pour déterrer le corps. Ouais, je vous jure, c'est vraiment ça la raison. Ça avait pas de sens de voir les enfants voyager du Colorado à la Californie, mais par contre, les voir traîner le corps de Michael Jackson partout, ça posait aucun problème. Simona, hee. A la base, dans l'histoire de Scotty McMore-Woburn, on était censé voir un peu plus en détail l'écriture du livre éponyme. En effet, au final, on voit les enfants l'écrire pendant un montage musical, mais où on ne sait jamais ce que les garçons écrivent vraiment. Mais il existe une scène coupée où on les entend, scène montée en parallèle avec une réunion entre la principale et les parents qui s'inquiètent par rapport au langage obscène que les enfants pourraient lire dans certains livres. Mais bon, la partie sur les parents, elle est pas super importante. Du coup, dans cette scène coupée, on voit donc notre quatuor principal accompagné de Ike, Butters et Jimmy, lancer aléatoirement un mot dégueulasse chacun pour que final tous ces mots soient finalement réunis dans une phrase. Jimmy, another noun. Menstrual blood. Name of a celebrity. Sarah Jessica Parker. Dans la version finale de l'épisode, les enfants sont juste 4 à l'écrire, donc c'est en soi une petite différence, mais ce qui change surtout, c'est que si Butters est présent pendant l'écriture, dans ce cas ça modifie le scénario, puisque pour rappel, ils font finalement croire à Butters que c'est lui qui a écrit le livre au moment où ils pensent que leurs parents vont les engueuler, et Butters les croit alors même qu'il n'a aucun souvenir de l'avoir écrit. Du coup, si Butters était présent pendant les sessions d'écriture, bah ça pourrait pas marcher. Il est surtout là dans la scène coupée pour être celui qui est totalement à côté de la plaque, mais
c'est au final pas plus mal qu'ils aient choisi de passer la phase d'écriture en accéléré, comme ça on découvre surtout le livre au moment où on entend des gens lire des passages, et je trouve que l'effet marche super bien. On peut d'ailleurs toujours voir cette scène quelques secondes pendant le montage musical, sauf que Jimmy et Butters ont été retirés, et même si la scène n'est du coup plus canon, c'est quand même sympa d'avoir un peu plus d'infos sur la méthode utilisée par les enfants pour écrire leur best-seller. Again, adverb stand. Penis barfully. And one last noun, Butters. Rainbow! Bon, pour celui-ci, je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez de Snooki? Pour ceux qui auraient un trou, et ce serait pas spécialement étonnant, Snooki c'est ce truc qui apparaît dans le dernier tiers de C'est un truc new-jersien, et en soi, on va pas se mentir, elle a pas servi à grand chose à part réveiller Kylie B à la fin, et sa caractéristique la plus marquante, c'est d'être méga moche. C'est la parodie d'une vraie célébrité du New Jersey qui fait également référence à Snarf des Cosmocats et à E.T. dans son comportement, et si je vous en parle ici, vous avez compris que c'est parce que certains de ces passages ont été coupé. Et justement, ça m'étonnerait pas que certains aient été surpris quand j'ai dit qu'elle était inspirée de E.T., puisque c'est vrai que la ressemblance n'est pas forcément super claire, mais elle l'aurait été beaucoup plus si une scène en particulier n'avait pas été coupée. Dans cette scène, on y voyait Stan se rendre dans son jardin de nuit car il avait entendu du bruit, et il tombait donc sur Snooki qui sortait des buissons. Pour ne pas l'effrayer, il attire cette étrange créature avec des bonbons exactement comme ce que fait Elliot lorsqu'il rencontre E.T., et lorsqu'on entend ce qui a l'air d'être des adultes à la recherche du monstre, Stan décide de cacher la starlet new-jersienne chez lui. Whoever that is, you better come out or I'll shoot. Oh, it's just a little mutant pig or something. C'est sûrement lié à une version différente du scénario, vu que dans l'épisode final, Stan n'a pas l'air de connaître Snooki lorsqu'elle les attaque, mais en plus pour cet épisode, figurez-vous qu'on a également une deuxième scène coupée, toujours concernant Snooki qui, décidément, aurait de base dû avoir une bien plus grande place dans le scénario. Bon, par contre, celle-là semble avoir été pensée au tout début de la production de l'épisode, puisque la scène est en animatique, mais surtout, on y voit le premier design de Snooki, avant qu'elle ressemble à la dégueulasserie qu'on connaît. C'est une scène un peu étrange qui a du mal à s'insérer dans l'épisode finalisé, mais en gros on y voit un extrait de l'émission Bienvenue à Jersey Shore, où un personnage inconnu surgissait dans la pièce et flinguait tous les New-Jersiens, dont Snooki qui avait apparemment un design humanoïde, même si elle s'exprimait à peu près de la même manière. Tout ça montre donc qu'apparemment pendant toute la production de l'épisode, Parker et Stone tenaient à ce qu'il y ait spécifiquement une parodie de Snooki, et en y repensant, je me dis que finalement ce qu'on en a eu dans l'épisode, c'était largement suffisant. Dans 201, une scène a été coupée où l'on voyait Cartman avoir une discussion avec ses peluches. Et bon, tout comme celle dont je viens de parler, la scène a apparemment été coupée assez tôt dans la production, donc j'aurai que des animatiques pour l'illustrer. On y voyait donc Eric avoir une discussion avec Monsieur Croa, Polly Petitpois, Peter Panda et Rumpurtumskin à propos du fait qu'on lui ait menti sur l'identité de son père. À ce moment-là, Liane arrive dans la pièce, Cartman la confronte en révélant par la même occasion que Mitch Connor était également présent, mais celle-ci implore son fils de laisser tomber, clamant que si elle ne lui dit rien, c'est pour le protéger, mais Eric en a marre et décide juste d'aller voir lui-même Mephisto pour lui demander les résultats du test ADN. Bon, déjà, j'ai toujours bien aimé les scènes où Cartman parle avec ses pluches. Elles atteindront leur paroxysme d'intensité la saison suivante dans 1% où toutes les pluches finiront par mourir sauvagement, mais là, on a en plus Mitch Connor qui se joint à la conversation, donc rien que pour ça, je trouve ça très cool. Autre point marrant avec cette scène coupée, c'est de voir Liane jouer le jeu de Cartman en s'adressant aux peluches comme s'ils étaient vraiment vivants, puis bon, plus globalement, c'est tellement un moment charnière de la série que je serai toujours client pour plus de scènes d'Eric qui parle de son père. Par contre, le gros problème ici, bah c'est le temps. La scène dure 1 minute 40, elle est pas primordiale à l'intrigue, et dans un épisode comme 201, au rythme ultra soutenu, rempli de moments marquants, et dont la moitié des scènes auraient pu être rallongées tellement les intrigues ouvrent des pistes dans tous les sens, bah elle pouvait décemment pas rester telle quelle dans l'épisode final. La scène est juste trop longue, mais elle a plein de potentiel, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été réutilisée quasi telle quelle dans 1% l'année suivante, en remplaçant juste le thème du père de Cartman par la mort de Monsieur Croa. Donc bon, même si ça aurait été parfait dans 201, le fait d'enlever cette scène et de s'en servir pour développer un épisode fantastique dans la saison suivante, c'était clairement aussi une super idée. Sweetie, I didn't tell people to lie to you. There were other people, important people who Just didn't. tell me who my dad is. I can't, Eric. Please, I can't put you through it. Put him through what? I can't tell you. You're a bad mother! You don't love your son! I do love him. That's why I'm protecting him. Don't you understand, Polly Prissy Pants? Fine, I'll just get the DNA results myself.
Ici, pour vous remettre dans le contexte, on est à un moment où la mère de Clyde vient de mourir, et donc à l'école, il est clairement pas en forme. Du coup, Stan, Kyle, Cartman et Kenny vont voir Jimmy pour lui demander de remonter le moral à Clyde avec ses blagues. Jimmy fait son show, mais bon, son pote orphelin déprime toujours, donc il continue en essayant d'improviser avec les sujets d'actualité que les autres enfants lui donnent, puis voilà ce qui se passe. Anyone else? Anyone else current events? Clyde killed his mom. Well, Jimmy, go ahead. Try and make that funny. You can't. Sure you can. What do Clyde's mom and a 15-year-old girl's aborted fetus have in common? They both died screaming in a toilet. Bon, si cette scène a été supprimée, c'est possiblement parce que ça ralentissait un peu trop le rythme, puisqu'on va pas se mentir, les blagues de Jimmy sont pas ouf et en plus ça apporte rien à l'histoire, ou c'est peut-être aussi que la blague finale était juste trop violente au goût de comédie centrale. En tout cas perso, l'intervention de Butters m'a quand même bien fait rire et je trouve ça très cool de voir les enfants essayer de remonter le moral de leur ami, mais bon, de toute façon, l'épisode en lui-même est pas non plus incroyable, donc ça reste rien d'autre qu'une petite curiosité. Dans les Gothic 3, on a le droit à l'apparition du fantôme d'Edgar Allan Poe, et bon, on peut le dire, il fait globalement chier. Il refuse d'aider les Gothiques dans ce pourquoi il a été invoqué, et vers la fin, quand les enfants sont vraiment dans la merde, lui, il est retourné tout seul, clopé dans le café de la ville. Du coup, on a un moment où Pete lui parle par télépathie à travers le café, bon, ne me demandez pas comment ça marche, et c'est cette scène-là qui, à la base, aurait dû être allongée. Bon, ça se serait sûrement passé plus tôt dans l'épisode, puisqu'ici Pete et Firkle sont physiquement présents, là où dans la scène diffusée, c'est un moment où ils sont littéralement ligotés, mais globalement, ça commençait pareil, avec exactement le même dialogue où Pete disait à Poe de se bouger. Sauf que celui-ci était tellement gothique que même les gothiques en arrivaient à essayer de lui donner des raisons d'aimer la vie pour qu'Edgar Allan Poe arrête de faire son pseudo-ado dépressif et vienne les aider. C'est une scène marrante puisque Pete et Firkle voient Poe de la même façon avec laquelle tout le monde voit les gothiques à l'école, et je sais pas, c'est pas incroyable, mais l'ironie reste sympa. Par contre, je comprends largement pourquoi ça a été coupé, vu que rallonger cette scène, bah c'était rendre évident ce qu'on avait déjà plus ou moins compris dans la version courte ou encore dans la scène de la voiture. Du coup, ça aurait de toute façon pas été une scène particulièrement mémorable, mais un gothique qui explique à Edgar Allan Poe pourquoi la vie mérite d'être vécue, ça reste un concept assez drôle pour être mentionné ici. Will you stop being such a downer? The world is not that screwed up, okay? There's lots of stuff cool about it. Like what? Dying alone in a soiled bed so the rats can eat your face? Oh, God. No, like, I don't know, like friends and music. You know, stuff worth living for. Like dogs, I don't know, fuck. Là pour le coup on est sur une scène coupée tout ce qu'il y a de plus classique, une scène bonus qui a vraisemblablement été coupée pour des raisons de timing. Dans leur quête pour recruter de puissants alliés qui pourraient combattre à leur côté lors de la bataille du Black Friday, la team PlayStation menée par la princesse Kenny devait à la base rallier les gnomes voleurs de slip à leur cause. The princess bids you thanks and hopes that your people will join us. You will find that our princess is a fair and truthful ally. To express our intentions, we bring you this gift of underpants. You brought us underpants? Hey, they brought us underpants! You have our attention. Bon pour le coup celle-là elle est très courte, j'ai en soi rien de spécial à dire à part que, bah ça aurait juste été trop cool de voir les gnomes se joindre à la bataille finale. On les avait plus vus depuis un caméo dans Imagination Land et leur seule réapparition depuis, si on oublie les jeux vidéo, c'est dans le spécial vaccination. Donc bon, c'est pas les persos les plus incroyables de la série, mais c'est pas non plus des persos qu'on a beaucoup vus. Puis en plus la petite nouveauté avec cette scène c'est qu'on y voit le roi des gnomes voleurs de slip, roi qui fait donc ici sa seule et unique apparition, mais qui du coup bah n'est techniquement pas canon. Ça me rappelle le roi des hommes crabes qu'on pouvait trouver dans les fichiers du bâton de la vérité, mais dont la véritable apparition ne s'est finalement fait que dans l'anal du destin, sauf qu'ici le roi des gnomes, bah on l'a finalement jamais vu ni dans la série, ni dans les jeux. Donc bon, j'aurais bien aimé voir cette scène dans l'épisode, mais comme les gnomes ont un rôle important dans le bâton de la vérité, ce qui fait qu'ils auront bien leur rôle à jouer dans cette grande aventure, et même si c'est une trilogie d'épisodes très dense en contenu, j'avoue que j'aurais pas été contre troquer une des scènes de George R.R. Martin contre une apparition des gnomes voleurs de slip. Then you will fight with us on Black Friday? Who wants to go to the mall on Black Friday and try to get PlayStations? Pour rappel, au début de Ebola sans gluten, Wendy embrouille Stan par rapport au comportement de merde qu'il a eu dans l'épisode précédent, et elle lui dit notamment qu'elle a eu vent par Clyde de propos très déplacés que Stan aurait eu. À ça, on enchaîne sur une scène très courte à la cafette où on confirme que Stan, Kyle, Cartman et Kenny sont détestés par toute l'école, puis ensuite on arrive sur une scène avec McKay qui introduit l'intrigue principale sur le gluten. Et bah à la base, tout ce début d'épisode était tourné différemment. On aurait toujours eu la scène entre Wendy et Stan, mais par contre la scène à la cantine aurait duré bien plus que les 15 secondes qu'on a finalement eu.
ont eu. Dans cette version du script, Stan décidait d'aller confronter Clyde, Kyle venait alors s'interposer pour éviter que ça dégénère, mais dès que Clyde le taunt, c'est Kyle qui frappe en premier et une bagarre générale s'ensuit. Kyle attaque Clyde, Craig vient aider son pote, Stan répond mais Jimmy vient en renfort, et à côté de ça, Cartman frappe Tolkien qui avait rien demandé. Bon, je trouve que cette version perd un peu en rythme par rapport à la version finale puisque ça rallonge la scène pour pas grand chose, mais rien que pour la patate de Cartman, j'aime quand même beaucoup cette scène. En plus, c'est rare que la série développe vraiment la bande de Clyde comme un groupe rival à part entière, et là, Craig et Jimmy viennent soutenir leur pote sans une hésitation, ce qui montre bien l'amitié sincère entre eux. Puis aussi la scène enchaînée directement dans le bureau de McKay, où on aurait du coup été introduit à ce moment-là à l'intrigue sur le gluten, mais ça en soi, ça changeait pas grand chose. Tell her you lied, asshole! You're the asshole! Whoa, hey, cool it down, dude. This isn't gonna get us anywhere. Kinda like your startup company. Au milieu de l'épisode Handicap, il est annoncé qu'une course des fous du volant va avoir lieu, en référence au dessin animé du même nom diffusé vers la fin des années 60 et rediffusé pas mal de fois depuis. Cette annonce déclenche alors une vague de panique chez les adultes de la ville qui voient ça comme quelque chose de catastrophique, et dans la scène coupée de l'épisode, on se penchait un peu plus sur ce point qui n'est finalement pas tant mis en avant dans l'épisode diffusé. On aurait donc eu droit aux parents Marge, Broflovski et Stotch qui, paniqués par le retour de Satanas et Diabolo, barricadaient toutes les portes et fenêtres en prévision de ce déferlement de violence qui était sur le point de toucher le pays. On avait même quelques explications données aux enfants sur les raisons de toute cette peur, avec notamment Stephen qui décrit certains de ses souvenirs traumatiques liés aux horreurs survenues lors des dernières courses des fous du volant. Each week they would hold a race. They were bloodbaths. Humanity at its very worst. They were called the Wacky Races. Bon, même si c'est quelque chose de déjà un peu montré dans l'épisode qu'on connaît, je trouve que cette scène aurait pu y avoir sa place puisque, je suis toujours friand d'autant d'absurdité. Prendre au premier degré ce qui se passe dans les fous du volant alors que c'est évidemment un cartoon purement humoristique et très loin de la barbarie qui semble avoir traumatisé les parents, je trouve ça vraiment drôle. Donc même si c'est vrai que la scène reste un peu longue, ne sous-estimez pas la violence de ces courses, qui reste un divertissement montrant ce dont l'homme est capable de pire. I saw a man get his head run over. Flattened into the pavement while his dog laughed. It laughed! J'ai commencé la vidéo avec une fin alternative, donc autant boucler la boucle pour cette dernière scène avec une autre, qui en plus est incontestablement dans mon top 3 des scènes coupées. A la base, dans la parade à vélo, au lieu d'avoir Jeff Bezos qui est forcé de partir car toute la ville est défoncé à la beutégrité, il y aurait dû y avoir une grande bataille dans le centre de gestion des commandes Amazon, avec d'un côté les grévistes et certains habitants de South Park, et de l'autre les employés et les zombies du supermarché. Quand soudain Jeff Bezos arrive pour gérer cette crise en employant la force, mais c'était sans compter sur Josh, l'ancien employé transformé en carton suite à un accident du travail, qui vient prendre sa revanche grâce à ses talents de combattant. Non vraiment, ça part en bagarre. Je sais pas comment ça marche, mais on assiste littéralement à un combat Josh le carton contre Bezos, et je trouve l'idée putain d'incroyable. Surtout que comme la scène coupée présente sur les DVD n'a pas été terminée, on observe cette scène avec quasiment aucun bruit si ce n'est des sons de carton qui glissent, mais ça rend finalement ce moment encore plus légendaire. Anyone who went on strike is fired. You are no longer necessary. I don't think so, Bezos. Die! Get him, Josh! J'ai une théorie personnelle qui est que ça serait resté la vraie fin si cette intrigue s'était contentée d'un seul épisode, au lieu de la duologie qu'on a finalement eue et qui a donc permis plus de développement. Mais à part ça, franchement, même si la fin Tegridy Farm me fait toujours marrer, je préfère clairement cette conclusion qui sonne comme du pur absurde à la South Park. J'imagine qu'ils ont dû faire un choix entre ça et tuer Josh, et même si j'adore la scène de mort de Josh qui est très efficace pour montrer la cruauté et le côté sans scrupule d'un Jeff Bezos prêt à tout pour atteindre ses objectifs, je suis heureux d'avoir un jour pu voir ce moment où un milliardaire se bat avec un carton barbu. Et sur ce, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Ça faisait longtemps que je voulais parler de scènes coupées, mais je savais pas vraiment comment faire vu que je voulais proposer un peu plus qu'une simple compilation sans commentaires, mais en même temps il y avait parfois très peu de choses à dire sur certaines d'entre elles, donc j'ai fini par aboutir à cette espèce de format entre deux, et j'espère que ça aura fonctionné. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, et même potentiellement si vous voulez voir un épisode 2, comme je le disais au début, puisque des scènes coupées, il y en a encore plein que j'ai pas abordé ici, il y a notamment la saison 20 qui en a beaucoup, dont certaines assez étranges, donc à vous de me dire si ça vous intéresse, et sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, c'était Maniaco, bye tout le monde, salut!